sais, avec Walk-in, tu développes, on a un programme qui s'appelle Boost, et en fait, on va te booster. C'est à ce moment-là où j'ai travaillé, pour la première fois pour moi, un business plan, des objectifs, missions, valeurs, qu'est-ce que je vais faire de cette boîte. Et j'ai toujours plusieurs plans, ou au moins plusieurs scénarios possibles. On se dit, allez, on y va, on essaye, on tente, ça marche, génial, c'était OK. Ça marche pas, bon, c'était pas prévu comme ça, mais il y a une autre voie. Walk-in, aujourd'hui, c'est une agence digitale, créative et éthique. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexandra. Je suis ravie de te recevoir au CLAP. Merci beaucoup pour ton invitation. Ravi d'être là aussi. Et on verra pourquoi, pour la petite anecdote, c'est plutôt chouette que je te reçoive dans ce studio. En tout cas, on va commencer par le démarrage. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, bien sûr, je m'appelle Nicolas Quillier, j'ai 45 ans. Je suis l'heureux papa de 2 enfants, Robin et Clément, 15 ans et 12 ans. Ils sont là à l'école dans le Vieux-Lille, lycée et collège. Je suis entrepreneur depuis que j'ai 23 ans, avec cette particularité, c'est que j'ai jamais été salarié. Ok. Voilà, ça c'est un avantage ou un défaut, j'en sais rien. En tout cas, ça fait partie de mon histoire d'entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai fait mes études, et à la fin de mes études, j'ai tout de suite créé Walk-in, ce qu'est Walk-in aujourd'hui, donc une agence de communication digitale. Et je ne suis pas passé par la case salariale, alors avec une petite précision quand même, c'est que je suis passé par la case alternance. Ok. Voilà, je suis un produit de l'alternance, c'est assez rare. On voit souvent des entrepreneurs issus d'écoles de commerce. Voilà, moi, je suis plutôt issu d'écoles d'ingénieurs et avec un passage en alternance, donc 2 années en alternance pour finir mes études, et j'ai créé Walk-in. Donc c'est rigolo déjà. Ingénieur, et aujourd'hui tu es à la tête d'une structure dans la com digitale. Déjà ingénieur communication. C'est pas l'évidence absolue. C'était pas vers ça que j'étais tourné, effectivement. Alors, on va quand même préciser, pour pas me lancer de fleurs là où il n'y en a pas. J'ai pas mon diplôme d'ingénieur, puisque j'ai commencé une école d'ingénieur. Ça s'appelait l'ENIC à l'époque. Ça s'appelle IMT, Mine-Douai. Là, maintenant, ça a des regroupements d'écoles, il y en a beaucoup. Donc, à la Villeneuve d'Ascq. Et j'ai fait 1 année. Ça s'est bien passé, mais c'était pas foufou. Et donc, ils m'ont dit que si je voulais passer en 2e année, il va falloir bosser. Et c'était pas un truc pour lequel j'étais vraiment fait, bosser. En fait, ils m'ont donné le conseil de me réorienter pour l'université. Donc, je suis allé en IUT, ensuite IUT informatique. En IUT informatique, c'était très fun aussi, mais à un moment, pareil, j'ai failli pas aller jusqu'au bout parce qu'il y a 2 profs qui m'ont dit c'est bien, on va vous donner votre diplôme, mais on vous a jamais vu en cours. Donc, on est content de vous rencontrer aujourd'hui, c'est cool, hein, mais bon, on se pose quand même des questions. Donc, j'ai dit, merde, j'ai un peu merdé là-dessus, j'aurais dû être un peu assidu. Mais au final, j'ai quand même eu mon diplôme, j'ai fait IUT, après 2 années, licence maîtrise, donc universitaire, mais avec un parcours dans l'ingénierie. Ouais. Voilà. Et à la fin de ma 4e année, j'avais le choix, en fait, entre partir à l'étranger, à l'UQAM, l'Université de Québec à Montréal, pour faire un bac plus 5 en e-commerce. On était là en 2003. 2002 même, non 2003. Donc plutôt précurseur quand même. C'était le premier en fait au monde qui avait une université qui était dédiée à l'e-commerce. Et en fait, j'ai eu l'opportunité à ce moment-là aussi de créer ma propre histoire entrepreneuriale avec Walk-in. Et donc, j'ai choisi de créer Walk-in en fait à ce moment-là. Et donc là, je suis rentré à fond dans le digital et dans la gestion d'une entreprise. D'abord, ma gestion moi-même, à moi, puisque j'ai commencé tout seul pendant 1 an. Et puis après, le recrutement, et puis toutes les étapes de l'entrepreneuriat qu'on peut connaître. Donc clairement, je n'ai pas été formé du tout ni à la vente, ni à la gestion d'entreprise. Par contre, j'ai été formé à la réflexion et à quoi ça sert ce qu'on fait quand on le fait. Et ça m'aide beaucoup aujourd'hui à comprendre ce qui se passe, à essayer d'innover, à essayer d'avoir un coup d'avance quand il le faut, ou à se planter et à apprendre. Et voilà, donc ça, j'ai plutôt un cerveau créatif, on va dire, mais avec un objectif de réalisation concrète. Voilà, moi j'aime bien les projets qui aboutissent, et des choses qui existent, qui sont palpables. Ce qui est rigolo, alors sans faire du tout de généralité, mais j'ai l'impression que les entrepreneurs qui le sont dans l'âme, et je pense que c'est ton cas, l'école, souvent, on l'a réussi, mais on n'y va pas parce qu'on a d'autres sujets ou d'autres préoccupations ou d'autres envies d'avancer autrement, en tout cas, que dans quelque chose qui va être très normé et très cadré.
Alors après, moi, je me situe pas dans la case du mec en dehors des normes, en dehors du cadre. Quoi, clairement, moi, c'était juste la flemme. Hein. Très clairement. Donc, on remet l'église au milieu du village. Oui, on parle souvent des jeunes aujourd'hui qui ont la flemme et qui font rien. Bon, moi, à l'époque, j'étais pas forcément mieux. J'espère que mes enfants verront pas cette interview. Mais non, c'était la flemme. Et par contre, là où tu as raison, c'est que j'avais mes intérêts qui étaient posés ailleurs. Donc, je passais beaucoup de temps sur d'autres choses. Et c'est vrai que l'école, c'était pas... j'avais pas de facilité du tout. J'ai une note très médiocre. Moi, j'ai eu mon bac avec 10,6 de moyenne, donc tout juste. Pour le grand bonheur de mes parents, j'ai pas passé de rattrapage, j'ai du mien aussi. Après, voilà, la première année d'université, je l'ai eu, mais je suis pas allé en deuxième. L'IUT, ça s'est bien passé, mais j'ai eu, je crois, mon diplôme à 12 ou un truc comme ça. Donc aucune facilité, et au contraire, par contre, l'envie de découvrir des choses et d'apprendre par moi-même. Et c'est vrai que très rapidement, l'accès, alors là, c'était très cool, c'est qu'à l'université de Lille 1, on était les précurseurs, ça s'appelait Lille 1 à l'époque, dans l'accès Internet. Donc il y avait un énorme, ce qu'on appelait un backbone, ce qu'on appelle toujours le backbone, donc un énorme tuyau entre les États-Unis et l'Europe qui arrivait à Lille. Et on avait accès à ça, donc à là où moi j'avais un modem très lent chez moi et Bien Internet sûr. très lent, il y avait à l'université un accès dingue. Et ça m'a effectivement énormément intéressé tout de suite, et je suis tout de suite rentré dedans à découvrir tout ce qui était les outils d'Internet à l'époque, les forums, les chats, les échanges techniques, le partage de fichiers, plus ou moins légal. Voilà, tous ces éléments-là, dès 98, ça a été mon gros focus, quoi. Mais justement, Walk-in, quand tu le lances en 2003, Ouais. ça ressemble à quoi? Parce que tu Ça parles ressemble à moi. Ouais, mais tu parles de communication digitale, on n'en parlait quand même pas tant que ça à l'époque. Non, Donc ça ressemblait à quoi? Alors, C'était quoi ton offre de l'époque il y Walk-in, en avait c'était deux. quoi? En fait, il y avait deux choses. La première, c'est que, on parlait technique, j'ai passé un diplôme à l'époque, il y a très longtemps du coup, ce qu'on appelle DevOps aujourd'hui. Donc c'est des ingénieurs bien sûr. dédiés à la gestion des serveurs dans la cybersécurité. On y retourne beaucoup aujourd'hui. Et donc j'ai un diplôme de RHCE, donc Red Hat Certified Engineer. Donc j'étais spécialisé dans une distribution Linux qui s'appelle Red Hat. On parle très technique, hein, tu vois, c'est très loin de la gestion d'une entreprise et de la communication et du marketing. Mais j'avais cette compétence-là, et en fait, c'était assez rare en France. C'est-à-dire qu'il y avait 4 gars qui avaient vraiment le top expertise en France. Ils avaient tout le boulot qu'il fallait autour de ça. Et nous, on avait la chance, une vingtaine en dessous, de manger leurs miettes, entre guillemets. C'est-à-dire que sur des forums, quand ils n'avaient pas le temps de prendre le business, ils nous l'envoyaient. Ah oui, Et c'est comme ça que moi, je me suis dit, attends, il y a des demandes qui tombent toutes seules. Je peux facturer ce qu'on appelait des pain tests ou des tests d'intrusion, des choses comme ça. De chez moi, vas-y, je lance Walk-in. Ça, c'était la première truc, pas très glamour. Mais pour le côté plus glamour, et la vérité, c'est qu'en fait, en parallèle, pendant mes études, j'ai lancé un site internet qui existe toujours, qui s'appelle lillelannuit.com, qui est un agenda culturel au nord de Paris sur toutes les informations culturelles, concerts, ciné, expo, théâtre, danse. Vraiment toute l'information culturelle avec un objectif qui est de rendre la culture accessible à tous. Pourquoi ? Parce que moi, je suis musicien, je suis batteur. Et à l'époque, quand j'avais 18 ans, 19 ans, je faisais pas mal de petits concerts dans des petites salles sur l'île, et il n'y avait personne. Très compliqué de ramener du monde, mais on s'en fout, on était contents, on jouait avec les copains. Au Biplan, c'est une vieille salle de nuit qui n'existe plus. Quand il y avait 10 personnes dans la salle, c'est 50 personnes, un max. On était contents, mais en même temps, sur les 10, il y en a 9, c'était les groupes d'avant ou d'après qui jouaient. Et quand il y avait une personne toute seule qui buvait sa bière au fond, on se dit, c'est qui lui, il vient pour nous, quand on était contents. Et il n'y avait pas de médias, il n'y avait rien qui communiquait réellement en temps réel les informations culturelles. Et je me dis, merde, moi j'ai envie de communiquer sur mes dates. Et donc j'ai créé un site, lillelannuit.com. Donc en 2001, on va fêter les 25 ans là, cette année du site. C'était le premier site en France, en région, mais je pense en France, à avoir une base de données d'informations culturelles. D'événements culturels. Et c'est toujours à vous ? C'est toujours à moi, c'est ma marque. C'est Walk-in qui l'exploite aujourd'hui, on le développe. C'est un énorme labo, en fait, pour Walk-in. Et pour la petite histoire, du coup, moi, j'ai monté Walk-in en me disant, mais c'est fou, toutes ces structures culturelles qui ne sont pas présentes sur Internet. Tous ces bars, restaurants qui ne sont pas présents sur Internet. Et je me suis dit, allez, je vais aller les voir et puis je vais leur vendre des sites internet. En gros, ça a commencé comme ça. Sauf que très rapidement, moi, j'étais plutôt un mec de la nuit, on va dire. Je vivais beaucoup la nuit et je dormais un peu le matin et le jour. Et je travaillais beaucoup. Et sauf que je sortais beaucoup avec les amis et autres. Et on se retrouvait souvent au bar et autres. Et donc, j'ai essayé de leur vendre. Ça a marché, j'en ai vendu plusieurs, sauf que aller signer des contrats à 2h du mat, à la fermeture du truc, ou aller chercher son chèque
de paiement à 5 heures quand ils ferment parce que Bien sûr. Je l'ai fait 3-4 fois et puis Ouais. après je me suis dit allez, en fait c'est pas ça que j'ai envie de faire. Faut que je fasse autrement, de manière plus normale, on va dire. Et c'est là, en utilisant en fait les contacts que j'avais avec ma première compétence de CISOP, même métier qui n'existait pas, mais d'administrateur système, RH, où les boîtes en fait me demandaient un peu plus. Je dis tiens, votre site, vos serveurs, c'est un peu une passoire. Je suis rentré dedans, puis j'ai vu que votre site, il y en a pas en fait. Ça vous intéresse? Ah bah ouais, carrément. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Voilà, tout simplement. Je suis resté seul pendant 1 an chez moi, dans mon appartement en colocation. Super vie parce que pas de frais en coloc, loyer divisé par 3. Je sortais de 2 ans d'alternance, donc au SMIC, donc je touchais le chômage, les APL, voilà, donc je touchais rien mais je dépensais rien quasiment, donc vraiment très cool pour démarrer et se lancer. Et ça c'est souvent quand j'accompagne des entrepreneurs, c'est souvent un conseil que je donne, même si je n'en donne pas beaucoup, mais ce que je me suis appliqué sans le vouloir, mais c'est qu'il faut commencer tôt, il faut essayer tôt, quitte à se planter tôt. Mais en fait, c'est en commençant tôt qu'on n'a pas de contraintes. Et les contraintes, ils viennent après, quand on a des gosses, quand on a une famille. Là, c'est plus du tout la même chose de compter ses sous, le loyer, la voiture. Là, ça devient vraiment des autres critères. Alors que quand on est étudiant, qu'on n'a que ça à penser, même si je me plante, j'avais mis 3 000 € à l'époque, je plante 3 000 €. Un an de ma vie, c'est pas très grave. Voilà. Donc j'ai commencé comme ça pendant 1 an, chez moi. Et puis après, j'ai embauché. Et puis en 2005... ça faisait 1 an donc, avec d'autres entrepreneurs, on s'est regroupés à 4 et on s'est retrouvés dans divers secteurs et on cherchait tous un bureau pour lancer notre activité. Et on a inventé un truc qui n'existait pas et que j'ai merdé, on aurait dû continuer dans ce domaine-là, c'est le coworking, qui a cartonné pendant un moment. Mais en fait, on s'est appliqué pareil à nous. En fait, plutôt que de prendre un bureau de 10 mètres carrés tout seul, on a pris un rez-de-chaussée de maison de 100 mètres carrés à 4. Voilà, et donc là, on a commencé en 2005 comme ça. Puis très rapidement, ils ont un peu gueulé les autres parce que j'embauchais des gens et puis je prenais des stagiaires. Tu prenais et puis, la je place. prenais un peu de place. Eux voulaient rester seuls. Et donc, ils ont quitté le lieu. On est resté en contact. Et c'est comme ça que toi, tu es resté je suis resté, dans ce lieu. J'ai développé Walk-in comme ça. Et donc, 2003, ça se lance. Première année seule. Tu déménages, tu commences à recruter. Si j'avance un peu dans le temps pour pas faire, toute la frise, en tout cas en 2026, aujourd'hui, Walk-in, c'est combien de personnes? Alors, on n'a pas... on pourrait se dire que c'est énorme, parce qu'on se dit 22 ans, ça fait 22 ans que la boîte existe. En fait, j'ai toujours géré le développement de Walk-in tranquillement, c'est-à-dire avec le business, avec ce que je comprenais aussi, parce que j'ai pas de formation à ça, et il y a des choses que je fais bien, des choses que je fais mal. Et aujourd'hui, Walk-in, c'est 18 personnes. Donc, on est resté 6-7 personnes pendant 10 ans à peu près. Ok. 10-12 ans. Puis après, ça a augmenté un petit peu, 10 personnes. Et puis 2019, il y a eu un tournant. En fait, j'étais déjà accompagné par Réseau Entreprendre Nord, en étant lauréat une première fois en 2008 avec une autre entreprise que j'ai montée entre-temps qui s'appelait L'Autre Média, qui a intégré Walk-in, qui avait une compétence d'accompagnement des entreprises sur les réseaux sociaux, vraiment spécifique, en 2008. C'est tôt. Et donc Réseau Entreprendre m'a interpellé en me disant mais tu sais, avec Walk-in tu développes, on a un programme qui s'appelle Boost et en fait on va te booster, en gros on va te mettre un coup de pied au cul. J'en avais besoin et donc c'est à ce moment-là où j'ai travaillé pour la première fois pour moi un business plan, des objectifs, mission, valeurs, qu'est-ce que je vais faire de cette boîte et où je veux l'emmener. Et la conclusion qui s'est très vite imposée en 2019, c'était que j'étais pas la bonne personne, moi, pour gérer un développement concret business, parce que moi, encore une fois, je suis bon pour impulser le démarrage, impulser les idées, structurer le départ, en fait, et développer, ça on l'apprend avec le temps, développeur, c'est un métier. Bien sûr. Et ça a été le mien, mais j'étais pas excellent là-dedans. C'est pour ça qu'on a toujours resté à 6, 7, 8. Voilà. Et à un moment, on se dit, l'équipe est tellement bonne et tellement compétente, on est tellement, et parce qu'on a gagné beaucoup de prix, je le dis avec modestie, mais avec quoi. Il ne faut pas prendre ça pour l'immodestie, mais on nous l'a affirmé plusieurs fois de l'extérieur. On est bon sur beaucoup de choses, on a gagné beaucoup de prix. L'équipe donc, est excellente, a des compétences. Et j'y c'est con de s'arrêter là, en fait, de juste rester à un petit niveau, même si c'est tout à fait OK d'avoir une petite boîte et de le rester. On l'est encore, d'ailleurs, bien sûr, 18, non, c'est pas le sujet. C'est petit, mais je me dis, rien que pour eux, ça vaut le coup qu'on se bouge le cul pour arriver à plus gros, avoir plus d'ambition, en fait. Voilà, c'était une question d'ambition, surtout. Allez, il faut un peu plus d'ambition. Tout à fait, Et donc là, avec ça m'a fait prendre
conscience qu'il fallait que je me fasse accompagner déjà, et deux, que je reste pas seul à la tête de la boîte. Et c'est là que j'ai recruté un directeur général, donc en l'occurrence une directrice générale, Delphine, qui est ici, là, donc, qui est là depuis 5 ans, et associée de Walk-in. Et donc, on dirige à 2 Walk-in. En fait, c'est plus elle maintenant qui dirige Walk-in. Et moi, mon job au quotidien, c'est de penser à l'après, quoi. Ouais. De vraiment structurer, alors, de régler les problèmes, ça reste toujours un de mes grands dadas, hein. Ils sont de plus en plus nombreux, plus la boîte augmente, mais surtout se dire, il ne faut pas qu'on reste sur nos acquis, il faut qu'on reste sur le coup d'après, il faut qu'on réfléchisse au coup d'après, pour ne pas se faire bouffer. Et je peux te dire qu'en 22 ans, dans notre secteur, on en a vu se faire bouffer. Certains à juste titre et d'autres pas du tout, parce qu'il y avait des très bons qui n'existent plus aujourd'hui. Et on se dit, comment en étant très bon, on continue à se développer, à pas être has-been, et être encore jeune à 22 ans, et encore être innovant, à l'avant-garde des technologies et des innovations et des usages pour nos clients. Et donc tout ça, ça demande d'être secoué en permanence. Et, là, je peux te dire que ces derniers mois, on est gâtés en secouage. Ouais. C'est top tout ce que tu me racontes, et vraiment ça me soulève plein de, pas forcément de questions, mais de chemins vers lesquels j'ai envie d'aller. Mais je vais essayer de rester focus et de pas tous te les faire en même temps. Mais déjà, moi j'ai une première question. C'est pas évident quand tu as été à la tête, vraiment que c'est toi qui as porté cette structure de 2003 à 2019 où tu te dis, non, en fait, je suis pas la bonne personne, ou en tout cas l'unique personne qui doit porter. Est-ce que ça a été plutôt rassurant pour toi de te dire je vais prendre quelqu'un qui va venir m'accompagner, ou est-ce que ça a été difficile de l'accepter, que tu dois te faire être en tout cas accompagné et aidé dans cette ambition que tu ne pouvais pas gérer seul? Alors non, c'était pas une évidence. C'était pas une évidence, sinon je l'aurais fait beaucoup plus tôt. Oui, non, mais on est d'accord. Vraiment beaucoup plus mais tôt. Au-delà de l'évidence, c'est comment on l'accepte, cette étape. Si je l'ai fait, c'est que j'ai fini par l'accepter. Voilà, c'est que j'ai fait un chemin, et vraiment le constat, ça a été que c'était moi, dans la structure, qui freinait les envies des équipes d'aller plus loin, d'aller plus fort sur certains trucs, et que je disais, non, c'est bien, on est 10 déjà, t'as vu, quoi. Tu les freinais parce que c'est cette envie de mesurer les risques, très clair, la peur aussi, la peur d'aller la peur d'aller vers quelque chose que je maîtrise pas. Et moi, je suis très dans la maîtrise. Ça, c'est un de mes défauts. C'est ça, la perte de contrôle potentielle de... Perte de contrôle, ça ne me dérange pas à partir du moment où je maîtrise. C'est différent, le contrôle et la maîtrise. Oui, mais en tout cas... On peut perdre le contrôle, mais maîtriser ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est plus moi qui contrôle, mais je vois quand même ce qui se passe. Je le valide, je suis d'accord avec ça. Et on y va, quoi. Voilà. Non, mais pardon, excuse-moi, je me suis mal exprimée, mais c'était plus dans le sens où tu as la responsabilité d'hommes et de femmes, et que d'aller vers de nouveaux chemins, potentiellement, ça t'obligeait à prendre la responsabilité de peut-être mettre en danger, entre guillemets, leurs emplois, Oui et non, parce que très clairement, depuis le premier jour où tu embauches quelqu'un, tu mets en danger, tu es en danger toi-même, c'est en permanence, en fait, le danger, le risque d'échouer, le risque de réussir, c'est en permanence, c'est tout le temps. Donc ma décision, je ne l'ai pas prise en fonction de est-ce que ça va être compliqué demain ou autre. C'était juste, moi, je n'ai pas envie qu'on en reste là, et je ne sais pas le faire tout seul. D'accord. Voilà. Et à un moment, si je ne sais pas le faire tout seul, il faut bien que je trouve une solution. Sinon, j'admets que je fais de la merde et que c'est pas grave. Et moi, je sais pas fonctionner comme ça. À partir du moment où j'ai le droit de faire de la merde, j'en fais des fois, mais à partir du moment où je m'en rends compte, change, quoi, corrige, refais le pas, quoi. Voilà. Et là, je me suis dit, non, là, on a essayé. J'avais dit aux équipes, je me souviens, aux 10 ans, on sera jamais plus de 10, parce que j'ai pas envie, c'est pas mon projet. Et à un moment, je leur ai dit, en fait, j'ai changé d'avis. Tout simplement parce qu'à un moment, c'est devenu mon projet. C'est non pas d'être plus de 10, mais de se donner la liberté de faire autrement. Voilà. Et pour faire autrement, il faut être plus nombreux. Et soyons plus nombreux. Voilà, allons-y, essayons, faisons ça. Et après, je suis pas je suis joueur, mais je suis pas non plus fou, quoi. C'est-à-dire que je joue, et quand je joue, je connais les règles. Ouais. Donc les règles, j'essaye de les maîtriser. Et quand je les maîtrise, je prends des risques, mais ils sont mesurés. J'ai jamais fait tapis, quoi. Je connais qui le font dans l'entrepreneuriat, et c'est d'ailleurs comme ça que tu réussis de manière exponentielle et dingue. Mais à l'inverse, où tu peux aussi tout perdre du jour au lendemain. Moi, j'ai jamais fait tapis. Je suis toujours allé dans la mesure. J'ai pris des risques, mais toujours avec un plan B, ou un plan C, ou un plan D même, des fois. Voilà. Et c'est ce qui est fatigant, d'ailleurs. Des fois, c'est mieux de
all-in, ça marche pas, bon, on fait autre chose. Bon, moi, je fonctionne pas comme ça, et j'ai toujours plusieurs plans, ou au moins plusieurs scénarios possibles. On se dit, bah allez, on y va, on essaye, on tente, ça marche, génial, c'était OK. Ça marche pas, bon, c'était pas prévu comme ça, mais il y a une autre voie, quoi. Voilà. Et l'idée de cette progression, en tout cas au sein de l'équipe, c'était d'aller conquérir de nouveaux marchés, d'aller sur des nouveaux outils, d'aller sur de nouveaux métiers. C'était de montrer qu'on était bon et qu'on maîtrise ce qu'on fait et qu'on est bon dans ce qu'on fait. Et que j'estime que quand on est bon dans ce qu'on fait, on doit le répandre le plus possible, et pas le regarder de manière intimiste ou confidentielle. Artisan, c'est bien, mais à un moment, on avait envie de montrer à la France, à la Fou, au monde, qu'on était bon. Et je le dis encore une fois, ça peut paraître prétentieux, mais on a signé des contrats à San Francisco, on a gagné des concours internationaux de design, on a une belle trajectoire de création grâce aux personnes qui sont ou qui étaient dans l'entreprise, grâce à mes choix aussi au fur et à mesure des étapes qui ont pu être faites dans l'entreprise, et puis ça a permis de créer des fondations. Et ces fondations-là, elles sont solides, en fait. Je sais que l'entreprise, aujourd'hui, elle est solide. Alors, je ne vais pas être présomptueux, là, pour le coup, je vais être très, très modeste là-dessus. Quelque chose de solide peut trembler. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et puis on va être beaucoup plus focus sur ce qu'on fait, nous, dans notre domaine, qui sont les agences digitales, c'est perturbé, l'écosystème. On reste là, on a des bases solides, on a des équipes aussi solides, et puis on a des compétences qui évoluent. Même si on a fait un voyage dans le temps entre la création et aujourd'hui, mais pendant ces 22 ans, j'allais te dire, des révolutions, on en a connu, mais tu as choisi tous les 5 ans quasi. Un secteur qui évolue chaque jour, nouveaux outils, des nouveaux médias, des nouveaux moyens de communication, une entreprise qui en 2003 était J'ai créé une web agency à la base. Ça s'appelait Web Agency. Non, mais tu vois, qui était très loin de ces sujets-là. Très loin de ce qu'on fait aujourd'hui. Où effectivement, comme tu l'as très bien dit pour démarrer, créer déjà un site internet était une révolution pour certains. C'est ça, ouais. Là, on est en 2026, ça paraît dingue. Quelles sont tes plus grandes anecdotes de ces 23 ans, justement, de ce que tu as vu. 22, pardon. Une année à la fois, je les compte. de ces 22 ans, en tout cas, de ce que tu as vu comme innovation qui a vraiment bouleversé le secteur et qui a été vraiment chouette à suivre. Et à l'inverse, quels sont un peu, pour toi, les dangers aussi du secteur aujourd'hui ? Walk-in, aujourd'hui, c'est une agence digitale, créative, et éthique, on aime bien dire ça aussi, parce qu'on est à la label RSE, on essaye avec les équipes d'aller dans le sens d'un monde meilleur. Alors, c'est très pompeux, mais bon, on essaye de faire attention à l'impact qu'on a. Alors c'est environnemental, mais aussi sociétal, sur tous les sujets. On se dit on a un rôle à jouer dans tout ça, donc même si on est que 18, les 18, on a un rôle à jouer là-dessus, et ça joue dans le business qu'on fait avec nos clients, avec nos partenaires, avec nos collaborateurs, entre associés, dans la gouvernance, dans plein de choses. Donc ça, c'est important. Et donc ça, c'est une agence créative digitale éthique. Il y a 22 ans, j'ai créé une web agency. Ouais, c'est ce que tu disais. Nous, notre métier aujourd'hui, c'est de résoudre des problèmes de nos clients en utilisant des outils digitaux et les faire se développer, en faisant plus de business, en recrutant mieux, en étant plus présent en termes de visibilité, de communication, de marketing, en optimisant leurs process internes, en les formant. C'est vraiment d'accompagner ça. Il y a 22 ans, mon métier, c'était de faire des sites web. Et c'est pas la même chose. C'est pas le même métier. C'est plus du tout le même métier. Pourtant, c'est une partie de la même équipe. Il y a des gens qui sont là depuis plus de 15 ans chez Walk-in. Et on a dû passer par des étapes de progression dans notre métier qui sont dingues. Je ne sais pas s'il y a un secteur d'activité qui se révolutionne aussi vite et aussi souvent, surtout. Tous les 5 ans, en fait, on a dû faire des choix pour aller vers des nouvelles choses, en fait, des nouveaux sujets et autres. On m'a des fois reproché d'être un peu trop généraliste avec Walk-in, et au contraire, moi je trouve que c'est une force, parce qu'il y a des spécialistes, mais quand on est spécialiste d'un truc, on est spécialiste de cette chose, tant que cette chose est utile. Et utile, bien sûr, et existe. Et le jour où elle n'existe plus, on n'est plus spécialiste de rien du tout. Et je l'ai vu par exemple avec l'autre média, on a été spécialiste, à un moment j'ai essayé d'être spécialisé dans les réseaux sociaux. Il y en a qui réussissent très bien encore aujourd'hui, des confrères qui cartonnent là-dessus et qui fonctionnent très bien. Moi, j'ai vu un virage où ça a été internalisé par les clients et qu'à un moment, nous, on a été spécialistes sans trop l'être. Et donc, on faisait un peu bien tout et pas expert dans chaque chose.
Et il a fallu faire des choix. Et donc, j'ai préféré réinternaliser cette compétence social media dans Walk-in. Et en fait, c'est beaucoup plus cohérent pour nos clients qui viennent taper à la porte de Walk-in en disant voilà, comment vous pouvez nous aider sur tous ces sujets. Ouais. Et après, quand on a besoin d'expertise vraiment très précise sur des sujets très précis, et là, on va chercher des experts qui nous accompagnent en tant que partenaires. Et ça a toujours marché comme ça. Pour revenir aux évolutions qui sont souvent pas que techno d'ailleurs, la première, ça a été une évolution vraiment techno, c'était un vrai choix. C'est-à-dire en 2003, quand j'ai créé Walk-in, on était, alors ça va parler aux plus vieux et aux plus vieilles, mais pas aux plus jeunes, spécialistes d'une techno qui s'appelait Flash. Avec Flash, on faisait des super beaux sites. C'est Adobe qui portait cette techno. Macromedia avant, racheté par Adobe à la fin. Et c'était 80% des sites internet. Vraiment, hein, c'était massif, vraiment Flash. On dit, on va faire du Flash. Et puis, il y a Apple qui arrive avec l'iPhone 1 et 3GS. Donc, on est en 2000, je ne sais plus combien, 8, je pense, un truc comme ça. Et puis, on sent déjà que les signaux ne sont pas bons du tout pour cette techno Flash. Parce qu'il dit, moi, je ne mettrai jamais Flash là-dessus. Ouais. Voilà. On dit, tiens, et donc, il faut se remettre quand même à l'époque, le smartphone 2005, 7, 8... C'était une évidence, on va dire, pour les geeks. Il fallait ça, mais pour tout le monde, n'en avait pas. Il y avait les Nokia, les BlackBerry. Bien sûr. Il y avait plein d'autres choses, il y avait plein d'autres existants. Et donc là, c'était un premier choix de dire, il y a une autre techno en face qui existe, qui est HTML5, CSS3. On prend le pari d'arrêter Flash, de faire comme comme a dit Apple. On suit parce que la voix porte quand même d'une structure comme celle-là. Et on va pas se battre contre ça. Donc on va se former à HTML5, CSS3 et on va petit à petit, ça s'est pas fait en 2 mois, mais en 1 an, arrêter Flash et aller sur cette techno-là. Heureusement que j'ai pris cette décision. Ça aurait pu être une mauvaise décision, mais heureusement que j'ai pris cette décision parce que tous mes confrères qui faisaient du Flash à l'époque, il n'y en a plus aucun qui existe. Et la techno, j'ai regardé, je ne sais plus quand je suis tombé dessus, c'est quand même fou, ils l'ont maintenu jusqu'à 2020. Ah ouais? Ouais, mais à partir de 2010, Apple a dit, j'en mettrai plus sur aucun de mes outils, sur aucun de mes devices. Donc ils ont mis 10 ans quand même à arrêter complètement le truc. Le temps que tous les contrats peut-être aussi... Ouais, il y a du business derrière ça, évidemment. Mais voilà, donc ça a été la première évolution. De se dire, mais positive, parce qu'il a fallu faire un choix pour faire mieux ou un vrai choix stratégique pour de techno. Après, on n'en faisait pas, et puis on a été consulté beaucoup pour du e-commerce. Ouais. Et on ne faisait pas du tout ça, on faisait vraiment de la com et du marketing. Donc e-commerce, c'est plus techno. Il faut s'intégrer dans les systèmes d'information. C'est encore un autre métier, tout à fait. Et là, j'ai la chance, moi, du coup, d'avoir fait un IUT informatique. Et là, c'est là où, contrairement à quelqu'un qui aurait fait du pur business, bien sûr, l'ingénieur a une carte à jouer là-dessus en disant, en fait, je comprends, moi, les flux e-commerce. Je comprends l'interaction avec les systèmes d'information. Je sais parler à un DSI, comme je sais parler à un responsable com, marketing. Mais je sais aussi parler à un DSI. Et tu sais, pour voir pas mal de grosses boîtes, c'est pas du tout les mêmes métiers. Non. Pas du tout les mêmes objectifs dans une entreprise. Même pas le même langage, j'ai envie de te dire. Exactement. Et là, on a la chance, on a Rexel, une grosse boîte qui nous fait confiance sur un gros e-commerce, et on se lance là-dessus, et gros succès, et top. Puis là, je vois, c'était Magento à l'époque, la techno qu'on avait utilisée. Et pareil, là, complexe à suivre, parce que Magento, il y a de moins en moins de gens qui sont formés à ça. C'est des technos qui sont complexes. Nous, on est une petite boîte, on n'est pas une ESN, on est une agence digitale. On est là pour faire des projets avec nos clients. Et on se dit, là, en fait, on va commencer à plus bien accompagner nos clients parce que les compétences deviennent rares. Le temps est ultra long. Un e-commerce, c'est 6 mois, 1 an. À l'époque, ça l'est toujours pour les gros projets. Il faut arrêter de croire que tout se fait en 3 mois. Oui, bien sûr. Et voilà. Et donc là, pareil, on a dû aller là-dessus. On est allé vers les plateformes techno en même temps, les plateformes SaaS, qui commencent à apparaître aussi à ce moment-là. On est allé aussi dans un changement complet. C'est une 3e révolution chez Walk-in. Ça a été le changement de gestion de projet, la méthodologie de gestion de projet. Il y a la méthode agile qui pointait le nez, qui s'est structurée. Et puis, on a les cahiers des charges. On avait toute cette techno-là, toute cette technologie d'engineering dans un projet qui, on sentait qu'il commençait à bouger. Et donc, on a emmené nos clients vers, on fait plus de cahiers des charges, on les écrit ensemble. Et vous arrêtez de nous envoyer 40, 50, 100 pages. Je me souviens, la Caisse d'épargne, Caisse nationale des caisses d'épargne à Paris, qui nous avait envoyé un cahier des charges de 120 pages, où il détaillait tous les champs, les trucs, le nombre de caractères dans les champs. Et nous, on produisait, on faisait ça. Et là, on a dit stop, on arrête. Parce qu'en fait, nous, depuis le temps, ça fait 50, 100 projets qu'on voit avec nos clients, on commence à avoir un peu d'expérience, on sait ce que l'utilisateur attend. Et donc là, on a eu un basculement de la demande du client
à la demande du client final, de l'utilisateur final. Et c'est là où on a commencé à faire ce qu'on appelle des user-centrics. B2B2C, quoi. Ouais, mais la réflexion non plus de qu'est-ce que toi tu veux client, mais qu'est-ce que veulent tes clients à toi. Exactement. Ça paraît con, hein, encore une fois, dit aujourd'hui. Mais il y a 10 ans, c'était pas forcément une évidence. Ouais. Et on se dit, 10-15 ans même, c'était pas forcément une évidence. Voilà, et il fallait aller là-dessus. Et donc on est allé là-dessus. Et puis après, il y a eu le social media. Donc, comme je t'ai dit, j'ai créé en 2008 l'autre média. Ça a évolué, je l'ai intégré en 2015. Ça a été un nouvel outil. Bien sûr. Quand Facebook est arrivé en 2005, 2003, 2005, 2007, 2003 la création, 2007 la traduction en français. Quand j'allais voir des entreprises pour leur dire faut être présent sur Facebook pour faire du business, ils me regardent avec des yeux, bah ouais, là où il y a des photos de chats, quoi, c'est quoi l'intérêt? Ça sert à rien. C'est inutile. Les gars, c'est là où vos clients parlent, en fait. Donc, il y a un truc. La baseline, j'avais appelé ça web marketing communautaire. Le mot community manager n'existait pas. Donc, c'est web marketing communautaire. Du communautaire sur le web, du marketing sur le web à destination des communautés. Donc, voilà. Donc, tu vois, des changements de paradigme, d'outils, de méthodes de travail, il y en a eu plein. Je dois en oublier là. Et puis là, depuis 3 ans, on s'en prend une. L'IA, l'intelligence artificielle, on va en parler forcément. Où là, c'est assez différent quand même comme révolution. Là, j'ai utilisé le mot révolution pour notre domaine d'activité, puis même globalement. Hein, parce que toutes les autres évolutions que je t'ai citées, c'est des choix qu'on a faits. Exactement. C'est des évolutions pour nos clients. C'est un pas en avant. C'est intellectuellement en plus passionnant. Et c'est des clients qui s'interrogent, qui se disent tiens, on va tester avec vous. Là. Et là, en fait, on s'est pris l'IA, on l'a pas vu venir, quoi, pour être très clair. Quoi. Il y en a certainement qui l'ont vu, tant mieux pour eux. C'est hein. plus un choix. Mais voilà, ça s'est imposé à nous. C'est l'IA générative. Oui, on savait que ça allait exister. On a bien vu la première IA qui joue au jeu d'échecs. Tout à fait. Voilà, on sait que ça existe. On voit bien, nous, notre impact, mais... moi, je me suis pas, je vais pas dire je me suis pas attendu à ce que ça aille aussi vite. La première conférence que j'ai faite pour parler d'IA, c'était il y a 3 ans. ChatGPT, c'est novembre 2022, le lancement. Là, on se dit, waouh, on a accès à une IA avec le même unique champ que Google. Il y a un champ, c'est tout. Et là, ils cassent le game. Ils disent, l'IA, c'est complexe. Bah ouais, on te met juste un champ, vas-y, discute avec. On dit, ok, c'est dingue. Et là, tout le monde s'en empare. Tout le monde. Les experts, comme ma mère. Voilà, et c'est là où là c'est dingue. Et donc, à un moment, je l'ai vu dans l'évolution, on est arrivé à un niveau en fait où tout le monde devient expert de plein de choses, de plein de sujets, de plein de thématiques, parce que ça c'est là, l'IA est là. Et effectivement, on a tous accès à la même chose. Alors qu'Internet, on pouvait le dire, quand Internet est arrivé, on avait aussi accès à plein de données, plein d'informations, mais il fallait la chercher, c'était pas simple. C'était pas la même chose. C'était pas évident. Je suis tout à fait d'accord. Fallait l'analyser, fallait la recouper, fallait étudier, fallait avoir un background de compréhension de ce qui était marqué. Là, tout est mâché, tout est expliqué, et c'est une opportunité dingue comme un risque dingue aussi. Ce que j'allais te dire, parce que tout le monde se sent expert, et en fait, tu l'es toujours pas. Non. Et puis c'est même l'inverse, c'est-à-dire que tu as un biais cognitif là-dessus, je ne sais plus le nom, de Denis ou Denim Kruger, ou je sais que c'est Kruger, je ne sais plus comment... Tu as un biais cognitif là-dessus qui t'explique qu'en gros, plus vite tu découvres un sujet, plus tu as l'impression d'être expert dans le sujet, parce qu'en fait, tu n'as découvert que le début, et le début du sujet est simple. Mais comme tu n'es pas expert du sujet, tu ne vas pas plus loin. Exactement. Et tu t'arrêtes là en disant, mais je suis allé au bout. Mais en fait, quand tu es vraiment expert, tu vas au bout. Et plus tu es expert, moins tu as l'impression de maîtriser le sujet. Et d'être dans l'apprentissage permanent. C'est tout à fait ça. Et c'est un biais cognitif énorme où, sur plein de sujets aujourd'hui, plein de gens t'expliquent comment faire. Et ça se voit avec les réseaux sociaux, les vidéos, plein de choses où en 6 mois... tout le monde maîtrise un sujet. En fait, c'est bien que non, on ne peut pas être expert en 6 mois, ça c'est évident. Et cet outil est en même temps une opportunité dingue parce que ça ouvre des portes à un champ de connaissances auquel on n'avait pas accès avant, pas de cette manière-là en tout cas. Et on peut imaginer plein de choses maintenant avec ça. Mais ça reste une évolution, là, comprends, je te disais, il y a 3 ans, je fais la première conférence. Je me souviens, c'est un salon qui s'appelle Comme en Or, ici, à Lille. Ouais. La salle, c'était pour 40 ou 50 personnes. Il y avait 120 personnes. Je me disais, mais c'est quoi l'IA génératif, quoi c'est quoi ce truc? C'était il y a 2 ans plutôt qu'il y a 3 ans. Les premières études étaient il y a 3 ans, mais la première conf, il y a 2 ans, je pense. Enfin, je ne sais plus. Ça passe tellement vite. Ça passe très, très vite, ouais. Et à l'époque, la conf, j'avais appelé « Est-ce que l'IA va tuer les agences de com et les agences tout court ?»
le spoiler alert, j'avais dit, pas du tout. Bien sûr que non, on aura toujours besoin de l'humain. J'avais raison, au sens où on aura toujours besoin de l'humain et d'experts. Et j'avais tort, dans le sens où l'agence de com, digital ou pas, qu'on connaissait il y a 3 ans, ne sera plus la même dans 2 ans, 3 ans. Ça sera plus la même structure, plus la même façon de fonctionner, plus la même valeur, en fait. La notion de valeur vendue au client, elle change complètement, puisque nous, on vend, on va dire, une application mobile, un site internet. Ça, c'est l'outil final, en fait, qui est vendu. Comment on arrive à ça ? C'est toute l'expertise et tout le travail qu'on fait avec le client en amont. C'est tous les workshops entre humains où on explique à notre client ce qui existe et il nous dit ce dont il a besoin, ce qu'il n'a pas compris, où il a des pain points et des problèmes. Et c'est là où on va dire de ce qu'on connaît, on a des solutions et on va les mettre en œuvre. Et en fait, l'outil, c'est qu'à la fin. Sauf qu'avec l'IA, aujourd'hui, on arrive à faire la fin tout de suite. Exactement. On arrive à faire l'outil tout de suite. Mais on oublie tout le cheminement Exactement. En fait, on oublie tous ces échanges qui sont essentiels et qu'on a effectivement un peu... on va un peu vite à la solution sans revenir à quelle était la demande initiale. Et souvent, la solution, en fait, c'est une solution dont on n'a même pas besoin. C'est vrai. Nous, ça nous arrive souvent de répondre, encore aujourd'hui, à des clients qui nous disent on veut refondre notre écosystème digital là, là et là. Et on lui dit, en fait, on n'est pas d'accord. On va t'accompagner, on va répondre. Mais ça, il n'y a pas besoin de le refondre, il n'y a pas besoin de retravailler. Ouais. Ça, c'est nickel, en fait, on comprend bien. Ça, effectivement, il faut y aller. Mais ça, on ne va pas toucher. Ouais. On va l'optimiser, on va l'améliorer. Mais ça sert à quoi de repartir à zéro. De repartir. Lui, il avait juste sa solution qui était, il faut tout refondre l'écosystème digital parce que j'ai un budget d'investissement, il faut qu'on aille sur des nouveaux marchés, allons-y. Mais en fait, la réflexion d'expertise, d'expérience humaine permet de prendre ce recul qu'aujourd'hui, l'IA ne permet pas. Je dis bien aujourd'hui, on est d'accord. Que dans 1 an ou 2... Il faut toujours être très mesuré aujourd'hui sur tout ce qu'on imagine sur l'IA et des perspectives qu'on peut très bien identifier et finalement, ça va très très vite. Moi, la comparaison que je fais souvent avec l'IA, l'intelligence artificielle, cette techno qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a une techno dont on ne sait pas quoi faire. Beaucoup de clients, on a un truc évolué à un niveau technique tel, énorme, qu'on n'a jamais eu. Qu'on n'a pas eu dans ce domaine-là, on ne sait encore pas quoi en faire vraiment, en fait, concrètement. Il y a plein de sujets, mais en fait, la techno va plus vite que les usages. Exactement. Et c'est assez rare. Ça arrivait quelquefois dans l'humanité, mais c'est en fait, on est en train de vivre, nous, notre génération, quelque chose qui a été vécu il y a des millions d'années quand il y a eu le feu, la découverte du feu. C'est un truc que les hommes préhistoriques ont découvert sans le vouloir. Ouais. Ils ne savaient pas quoi en faire. Et ils ont découvert qu'on pouvait cuire de la viande avec, et ça a été indispensable dans l'éveil de l'humanité, parce que toutes les études montrent que c'est ça qui a fait que notre cerveau a évolué. S'il n'y avait pas eu ça, notre cerveau n'aurait pas évolué. Donc c'est quand même dingue. Il y a eu la roue, il y a eu, il y a eu quoi, l'agriculture derrière. Tu vois, comme grande révolution, où l'agriculture, c'est quand même un mec qui s'est dit on va arrêter d'aller cueillir les trucs, parce qu'il l'a vu tomber, il s'est dit putain, ça pousse, c'est génial. Non mais c'est un hasard, quoi. Et là, l'IA, en fait, c'est pas un hasard, ça a été travaillé, mais... Bien sûr. On ne sait pas encore toutes les possibilités, on en a peur, on ne sait pas encore toutes les possibilités que ça peut nous donner. C'est la première fois de notre vie d'humanité qu'on a une intelligence non humaine. On va devoir discuter avec quelque chose qui est non humain. Mais je pense que c'est ça qui nous fait peur aussi. Oui, et en même temps, c'est génial. Parce qu'on est cette génération, en ce moment, qui vivons ça. On vit la découverte du feu, on vit la découverte de la roue, on vit la découverte de l'agriculture. On vit ce que nos ancêtres ont vécu à ce moment-là, quoi. Tout à fait. C'est mon avis, c'est mon analyse du truc, quoi. Et c'est génial, mais en même temps, ça fait ultra peur. Ouais. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est, tu l'as dit, quand tu vas à cette conférence il y a 2 ou 3 ans, tu, entre guillemets, découvres, en tout cas, tu vois un peu les prémices. Est-ce que tu as déjà vu des impacts sur le métier et est-ce que tu as déjà vu des dégâts sur le secteur ? Alors, on va parler dégâts, oui, et des opportunités dingues. Ouais. Il faut aussi parler de ça. Non, mais c'est ma question d'après. Non, mais tu as raison. Des dégâts, évidemment. Il suffit de regarder les listes des liquidations d'entreprises. Dans nos secteurs, et pas que, c'est tous les jours. Des grands groupes, des centaines de personnes. C'est pas que l'IA, il faut arrêter aussi ça. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. Mais à un moment, alors je vais te donner mon analyse, moi, c'est que, en fait, on est dans une mouvance et mais global au niveau économique. Je suis pas un expert du tout de l'économie, donc c'est juste mon analyse, moi, d'entrepreneur, qui est qu'on sort d'un Covid, où en fait, énormément d'entreprises, dont Wokin, en fait, ont bénéficié d'aides financières en France. On va parler de la France, je parle pas du monde, je parle de la France.
Ces aides, faut les rembourser. Mm. C'est la règle. Ah, mais non, mais on est d'accord. C'est 5 ans. Covid plus 5 ans, on y est. Donc ça a un impact. La géopolitique, on va pas se cacher derrière son petit doigt non plus, depuis 2 ans, avec l'Ukraine là, maintenant, on n'en parle même pas, je suis pas du tout calé pour donner mon avis là-dessus, mais forcément, c'est un impact énorme. Moi, j'ai un copain, j'ai vu sur LinkedIn tout à l'heure, il fait de la sidérurgie, du métal. Il interpelle tout le monde en disant, moi j'ai 15 gars qui n'ont plus de taf parce que tous les sites sensibles aujourd'hui coupent leurs contrats avec des entreprises extérieures. Pas une question de business, une question de sécurité. Tu te dis, mais comment tu peux prévoir ça ? C'est impossible. C'est pas l'IA. Impossible. Il n'y a rien à voir avec l'IA. Tu vois, le Covid, rien à voir avec l'IA. Ouais, tout à fait. Et donc, tu as des entrepreneurs qui, malgré tout ça, jusqu'à 2023, 2024, 2025, se sont dit, on bosse. Allez, on y va, on tient le truc, on tient la barre. Les solos, les 10 personnes, les 100, les 1000 personnes, voilà. Ils se sont dit, quand même, on est au front, on continue. Et puis là, il y a l'IA qui arrive et qui leur explique que, en gros, la moitié de leur business, ça va être facile, il n'y a plus rien à faire, c'est easy, et ils voient que le carnet de commandes, c'est compliqué, tout ça. Moi, j'en connais plein, en fait, autour de moi. Ils ont juste dit stop, quoi. Ils ont dit, moi, j'arrête, quoi. Je suis fatigué, en fait. Moi, c'est une de mes analyses, c'est dire, c'est pas l'IA en tant que telle qui a fait du mal à un secteur en particulier. C'est un cumul de plein de choses qui font qu'à un moment, tu te dis, je suis fatigué, en fait. Ouais. Je suis fatigué et la suite, je la comprends pas parce que avec tous ces technos, l'IA, ça fait que 3 ans. On a l'impression que ça fait 20 ans qu'on en parle. Non, mais ça fait que 3 ans. Non, mais tout à fait. Et 2 ans vraiment sûr et 1 an vraiment intégré dans tous les outils. Dans le quotidien tout le monde. On a l'impression que ça fait 20 ans. Tellement ça va vite. Et tous les 2 mois, il faut tout revoir. Et c'est très très vrai ce que tu dis. Et d'ailleurs, ça me donne la prochaine question. Mais derrière tout ce parcours, il y a effectivement aussi ce parcours d'entrepreneur, le fait d'être au quotidien à la tête aussi sportif, de gens, d'une équipe, tu parlais de management, avec les difficultés rencontrées. Là, on ne parle plus du tout IA ou quoi que ce soit, mais juste le quotidien, exactement ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y a des matins où on se dit... faut vraiment en avoir envie, quoi. Je ne vais pas dire tous les matins, c'est pas vrai, mais régulièrement, évidemment. Mais comme j'ai loin de physique de sportif, mais c'est comme un sportif qui va au JO, machin, il n'est pas à fond tout le temps, quoi. À un moment, je dis, putain, l'entraînement, c'est lourd, quoi. C'est dur, c'est pour arriver à un objectif, et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que c'est lourd et c'est dur et c'est compliqué quand c'est juste du quotidien à gérer. Le quotidien, il est épuisant, en fait. Par contre, quand il y a un objectif, quand il y a une mission, quand il y a une vision qui se met en place, et on se dit, allez, on veut aller vers ça, et tout de suite, je ne vais pas dire que c'est plus simple, mais on comprend pourquoi on le fait. Et quand on sait pourquoi on fait les choses, c'est quand même plus intéressant, plus motivant, et on a plus de facilité à emmener les gens aussi avec. Là, clairement, dans Walk-in, pour reprendre l'équipe de Walk-in, il y en a qui sont là depuis très longtemps, et ils ont vécu avec nous, avec moi, avec maintenant mon associé, ces grands changements-là. Et ils sont toujours là, ils sont toujours experts, et ils ont toujours évolué. En fait. Et donc ça c'est très cool. Ça veut dire que l'IA qu'on prend là et qu'on pourrait prendre comme un ennemi, parce que y a des dégâts qui sont créés, mais comme je l'expliquais juste avant, c'est une excuse. Non, c'est une opportunité. Et nous, on l'intègre depuis le début, de réfléchir à comment on fait notre job. Bien sûr. Comment on fait notre job en tant qu'expert, mais comment on fait notre job dans la vie, comment on travaille au sens avec un grand T, comment on fait du travail, comment on se lève le matin, voilà. Et ça permet de réfléchir à ça permet de réfléchir avec des clients sur des nouveaux sujets aussi, comment eux travaillent, comment ils vont optimiser, changer. Bien sûr. L'IA, on le voit, en prenant par le petit bout, on va se dire, ça sert à optimiser. Ok, ça c'est le niveau 1, en fait, c'est le niveau vraiment 1. Et là où ça devient, c'est ce qu'on a vécu là il y a 3 ans, il y a 2 ans, c'est ce sur quoi nos clients nous sollicitent aujourd'hui, et c'est nous on les emmène vers ce que nous on a compris de l'IA chez Walk-in, c'est que ok, ça optimise, ça améliore, ça rend plus fluide, c'est plus rapide, mais surtout ça permet de réfléchir à d'autres choses, et ça permet aux experts et aux bons dans leur domaine de devenir encore meilleurs en fait. Ouais. Et là, le gros fossé que l'IA va créer, je pense, c'est entre les novices. L'optimisation à l'expertise, quoi. Ouais, même dans les métiers. C'est-à-dire les gens qui font moyennement leur métier, mais dans tous les métiers en fait. Et les gens qui font très bien leur métier, en fait, avec de l'IA, ceux qui le font moyennement vont faire mieux. Ok. Mais ceux qui le font déjà avec expertise, là, vont le faire à un niveau
en fait, le gap entre les deux va être énorme. Vraiment. Et il n'y aura plus d'entre-deux. Il y aura vraiment plus d'entre-deux. Et c'est là où, nous, avec Wokin, on a une carte énorme à jouer là-dessus. C'est que contrairement à ce que je vois là, les étudiants qui sortent, qui sont picousés à l'IA, et pour le coup, des fois une bonne utilisation de l'IA, des fois une mauvaise utilisation de l'IA. En fait, ils sous-traitent une grosse partie de leurs connaissances à une IA qui pense hégémonique, où il y a tout. Je me bats avec mes enfants, par exemple, quand ils me disent ouais, l'anglais, j'en ai un qui n'est pas très bon en anglais. Je dis bats-toi, apprends. Ouais, attends, avec l'IA, et je suis le premier en plus à mettre en avant ces trucs-là. Exactement. Lunettes connectées, sous-titrage, traduction automatique, live. Pourquoi je vais apprendre cette langue? Mais je dis, Robin, c'est pas. Merde, j'ai dit son prénom. Je vais avoir un préféré des deux, du coup. C'est pas apprendre l'anglais qui est important, c'est comprendre une langue étrangère. Pourquoi? Pour voyager, pour parler avec les autres, pour s'ouvrir et pour que ton cerveau il soit dans une autre paradigme que juste je subis. Et donc l'IA, malheureusement, c'est pris pour je prends des raccourcis et j'ai plus besoin de faire ces réflexions-là. Et là, il y a toute une génération qui arrive, j'ai l'impression, qui perd ces méthodes d'apprentissage, de réflexion. Alors on va dire, les vieux cons, c'est mieux avant. Ok. Sauf que moi, je le vois avec des développeurs qui utilisent l'IA super bien, très jeunes. Et ben, c'est très cool, ils sortent des trucs top. Et nos développeurs ici, chez nous, experts, qui ont 10-15 ans d'expertise, qui ont bouffé du code, comme on dit, à l'ancienne, en fait, ils comprennent comment manipuler l'IA et comment lui faire sortir les trucs les plus fins et les plus optimisés. Alors que le développeur, on va dire basique, comme le créatif d'ailleurs, qui commence, bah, il va sortir des trucs top aussi. Mais il va avoir une limite à un moment, en disant bah ça en fait le code je ne comprends pas, je vais demander à l'IA. Et c'est là où on va voir, je pense, une vraie différence dans nos métiers. En créativité, c'est pareil. Un vrai créatif qui a des méthodes de création, qui les a appliquées dans son cerveau, il a une façon de faire qui sera complètement différente de je te demande à l'IA d'être créatif, vas-y, donne-moi des exemples et fais-moi des trucs. C'est déjà pas les mêmes types de prompts qui sont générés par l'expert que par le novice ou par celui qui... Et donc l'IA, nous, en interne, on l'a déjà intégré pour optimiser les process. Mais encore une fois, c'est le niveau 1. Et le niveau 2, ça sera d'aller voir nos clients en disant, mais on se remet autour de la table, on réfléchit ensemble. Par contre, augmenter avec l'intelligence artificielle qui va nous sortir des trucs auxquels on n'aurait pas pensé. Bien sûr. Et qui va surtout faire, et ça c'est la grosse complexité de nos métiers aujourd'hui, qui sont basés sur la vente de temps. Notre modèle économique, c'est du temps. Ben ça va sauter. En fait, il faut que ça saute vite, qu'on arrive à trouver des modèles différents. Très honnêtement, c'est pas encore carré là-dessus. On travaille là-dessus avec nos clients. On essaie de voir des abonnements, du résultat. Mais ce qui prenait une semaine avant à faire en créativité, par exemple, et donc tu facturais par rapport à cette semaine? Bah oui, même non, mais c'est ça que tu veux dire quand tu parles de temps, c'est aussi la facturation qui était liée. On va pas facturer 2 heures d'utilisation de l'IA pour avoir un résultat, ça n'a aucun intérêt. Autant le former que notre client le fasse lui-même. Sûr. Mais bien sûr. C'est l'expertise, c'est la compréhension. Mais donc c'est pas les mêmes lignes effectivement de facturation. C'est plus du tout la même chose. Dans la créativité, on va revenir à des concepts créatifs qui étaient vendus fortement avant, qui ont perdu un peu de leur sublime, c'est les années 80, c'est ça. Là. Et maintenant, je pense y revenir parce que le gros problème de l'IA dans nos métiers, c'est que on va dire j'appelais ça novices, c'est pas novices, mais avec une expertise moindre, qui utilisent l'IA à fond, comme ils utilisent tous les mêmes IA, on a tous les mêmes outils en fait à disposition. Mais à un moment, on va tous produire les mêmes choses. Mais bien sûr. On va tous sortir les mêmes sites, les mêmes applis, les mêmes concepts, les mêmes idées. La différenciation, elle va être vachement complexe à trouver. Et on aura l'impression que parce qu'on a 10 choix, on est différent. Mais en fait, non, tout le monde aura les 10 mêmes choix de créativité. Ou autre. J'ai exactement l'image qui me vient. Tu sais, moi, je travaillais dans une école de commerce et je recevais... je sais pas, 20 fois les mêmes CV. Tous faits de Canva. Bah oui. Mais Canva, tu as l'impression que tu as une diversité de modèles et en fait, tu reçois toujours les mêmes. Et c'est exactement la même chose. Moi, je compare beaucoup notre métier à la restauration. Voilà, à cuisiner. J'aime bien manger, en plus, ça tombe bien. J'aime bien le restaurant. J'aime bien tester des nouvelles tables. Et ben, tu vois, des chefs avec les mêmes ingrédients, qu'est-ce qui change? C'est l'expertise. Mais bien sûr. C'est le contact même avec le client. C'est la compréhension de ce qu'il veut faire en fait avec son assiette et avec son lieu. Et avec ça, il va pas faire la même chose. Avec les mêmes ingrédients, donc avec la même IA, si on prend la métaphore, il va pas produire le même plat. Donc il va pas produire le même site, la même appli, le même concept, le même conseil.
même, puisque les conseils maintenant sortent de l'IA. Et en fait, ce qui va changer vraiment dans le futur, même aujourd'hui, je pense, c'est la compétence de l'équipe qui va utiliser tous ces outils. Ouais. Et c'est là où je suis content. En fait, vraiment, autant il y a 2 ans, tu m'aurais dit, je voyais ça, j'ai dit, putain, c'est chaud quand même, quoi. On va où, là les outils qu'on utilise, les Adobe, les Figma, les machins, tout est en train d'être changé, chamboulé. Toutes les équipes sont formées à ça. Comment on va basculer? Donc, un peu compliqué, mais en fait, depuis quelques mois, depuis une petite année, on se rend compte qu'en fait, la grande chance qu'on a, nous, chez Wokin, c'est qu'on a des gens dans l'équipe qui sont experts de leur domaine, qui le maîtrisent et qui vont dans le détail, en fait. Qui vont vraiment... Et c'est ça qui va faire quand on sera vraiment en totale maîtrise, parce qu'on n'est pas encore, hein, je défie quiconque d'être dire en totale maîtrise des outils qui sont là. D'ailleurs, tu es en totale maîtrise de l'outil qui sort aujourd'hui. Mais celui qui sort demain, tu vas le découvrir comme moi. Voilà. Et en fait, ils intégreront ça de manière logique dans leur processus d'évolution en fait, de métier. Et ça, c'est très cool parce qu'il faut avoir un peu d'expérience, je pense, pour comprendre cette dynamique-là et en faire quelque chose de bien, en fait. Voilà. Tu parlais de base solide, je pense que tes fondations solides, c'est finalement sur ces gens-là dont tu peux effectivement compter, en tout cas. Et c'est pas pour autant qu'on n'embauche pas des sorties d'école, des stagiaires, des alternants. Mais là, on parle en tout cas de ces experts qui effectivement sont des fondations solides, quelle que soit, j'ai envie de dire, l'arrivée ou l'usage de l'IA qui est au quotidien dans vos métiers. Quoi. C'est le retour des seniors. Voilà. Et c'est important, on en a besoin. Et parce que le temps passe, je voudrais quand même qu'on parle d'un autre sujet, parce que tout à l'heure, tu as dit aussi que ce qui faisait la différence, c'était l'humain. Ouais. Et toi, je crois que c'est important, l'humain, dans ton quotidien et dans la manière dont tu as géré Wokin depuis ces 22 ans, que je ne me trompe pas. C'est 22 ans. On arrivera à 23, pas. Oui, bien plus. Aujourd'hui, c'est 22. Et parmi l'humain, je crois que tu avais... Enfin, c'est pas que je crois, je le sais parce que je l'ai sous les yeux, expérimenté toi-même, en fait, des outils à travers un concept qui s'appelait Sur la route. Et vu que je suis un peu timide parce que je te reçois aujourd'hui et que ce concept, tu l'avais testé bien avant moi, est-ce que tu peux nous raconter un peu le principe de Sur la route? Parce que je trouve que c'est une chouette anecdote, en tout cas, que cette émission que tu avais montée. En fait, c'était donc en 2017, en fait, on a un outil technologique, encore une fois. Alors, tu vois, on parlait, j'ai juste une parenthèse avant de parler de ça, des choix technologiques que tu fais dans un parcours entrepreneurial, des choix tout court, en fait, hein, de stratégie, pas que techno, stratégie. J'en ai fait aussi qui n'étaient pas bons. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais j'en ai 2 en tête. Un, alors, qui n'est pas bon, mais... Avec le temps, ça va revenir. Souviens-toi, Covid 2020, il y a Meta qui change de Facebook, qui change donc, qui s'appelle Meta, pour tout miser sur le métaverse. Et ça, j'ai beaucoup cru. Et j'y crois toujours beaucoup, d'ailleurs. Ça suscite beaucoup de moqueries dans l'équipe et ailleurs. Mais j'y crois toujours parce qu'en fait, ça reste un concept dingue de se dire on a accès à tout depuis chez soi, avec un casque et on va partout. Sauf que ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que mon analyse, c'est que c'est dystopique, en fait. C'est une évolution technologique, mais qui est triste. En fait, quand on n'a pas du tout envie de se dire qu'on va rester chez soi, avoir un casque et avoir tout. Non, on a envie de vivre encore des choses. Ouais, je pense surtout que ça, finalement, je pense que ça aurait pu plus sortir. En tout cas, pareil, moi, à l'époque, Covid, j'étais en école et il y a eu plein de sorties comme ça, de visites virtuelles d'école, tu sais, où on te faisait en métaverse et tout. Et certes, ça faisait pas rêver, et en même temps, on serait resté plus longtemps confiné. Exactement. Que ça aurait été indispensable. Mais c'est pas souhaitable. Non, c'est ça le truc. Bien sûr. C'est que c'est pas souhaitable. Et c'est pour ça que ça n'a pas pris. C'est qu'une fois qu'on est sorti du confinement, on s'est dit, oh là là, ça nous rappelle le confinement. Exactement. Et on n'en veut plus. Exactement. Et je pense qu'au niveau mondial, c'est ça. Sauf que, comme tu dis, là, nous, j'avais d'exemples d'étudiants en Chine, dans les tours, quoi. C'est assez dur, des fois, dans des grandes mégalopoles en Chine, qui avaient accès aux cours de Harvard, avec le casque, où la culture, l'accès à la culture, de manière globale, partout où tu es, quoi. Il y a vraiment des opportunités dingues. Donc, je pense, et puis de toute façon, c'est pas mort du tout, puisque tu as 2 énormes plateformes qui sont dans le jeu, qui sont Roblox et Fortnite, qui sont quand même des trucs énormes en termes de réseau et de plateformes utilisées par des millions de personnes, des dizaines, des centaines de millions. C'est pas du tout mort. Donc,
J'attends un peu, on verra, ça va revenir. Juste pour les terminer, lunettes puis sont vachement évoluées. Je te laisserai dire ta deuxième, ton T'as deuxième pas oublié qu'on avait deux, mais... mauvais choix, entre guillemets. Mais il y avait le coût aussi, à l'époque. Oui. Qui Bah, était, le casque est très, très qui lourd. était très, très cher. Moi, j'ai des souvenirs voilà, de Il tarifs. y a un On truc n'était pas encore prêts, on va dans dire. l'entrepreneuriat, il y a un truc que j'ai appris sur le tas et que j'essaye de transmettre aussi beaucoup, ce qu'on appelle le time to market. Exactement. Hein, on a beau être certain de son innovation, de son produit, si on n'est pas dans le marché et s'il n'y a pas de client pour l'acheter, eh ben ça marche pas. Voilà, c'est tout. J'ai presque envie de dire au bon moment, au bon endroit. Ouais, les Google Glass qui sont sortis il y a 6 ans ont fait un flop, alors qu'aujourd'hui, les Ray-Ban arrivent, c'est la même chose quasiment, et ça cartonne. Il y a eu 6 ans entre les deux, et 7 ans, et voilà, on est d'accord. Tout, hein, il faut, voilà. Donc, alors, on avait fait des bureaux de walk-in dans le métaverse sur Roblox, c'était rigolo, on s'est bien amusé. Intellectuellement, c'était très rigolo. Et le deuxième, c'est ça, sur la route, c'est de ne pas avoir continué ça. C'est une grosse erreur de ma part, mais bon, c'est tout. Donc en 2017, j'avais envie de donner la parole à des gens qui avaient un discours positif. En fait, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment, malheureusement. C'est qu'en 2017, c'était en Syrie la guerre, on s'en souvient plus, ça va vite. Hein. Et moi, ça m'a beaucoup choqué parce qu'il y avait beaucoup de vidéos sur Internet, déjà à l'époque, d'enfants, quoi, et la Syrie, c'est à 3 heures d'avion. Quoi. Ouais. Tu te dis, c'est à côté de la France, et c'est en train de vivre l'horreur, et on voit que ça en permanence. Et c'était intellectuellement fatigant de voir ce désastre arriver et de voir en fait les infos en boucle sur tout ce qui était négatif. Et je me suis dit en fait, mais moi c'est pas mon quotidien. Autour de moi, j'ai plein de gens qui font des trucs top, à qui on ne donne pas ou peu la parole et qui ont des choses vachement positives à raconter. Et donc j'ai cherché, alors pour la petite histoire, c'est très con, hein, c'est qu'on avait des clients qui nous demandaient d'utiliser une techno qui n'existe plus aujourd'hui, qui est le Facebook Live. Oui. C'est Facebook qui faisait de la vidéo live. Donc on faisait beaucoup de live pour nos clients à l'époque. Et ça faisait partie des trucs que moi je maîtrisais pas, c'est-à-dire que c'était des partenaires et des équipes qui s'en occupaient. Et j'ai dit tiens, j'ai jamais utilisé Facebook Live. Et donc dans ma bagnole une fois, je sais pas bien, je conduisais, pas de voiture autonome, j'ai lancé Facebook Live et dans mon réseau. Et en fait, je sais pas, il s'est passé un truc, il y a plein de gens qui sont connectés, ils ont commencé à m'envoyer des messages, à communiquer. Je l'ai refait le lendemain et puis l'après-lendemain pour tester le truc jusqu'au bout. Juste sur un trajet, plutôt que d'être au téléphone en Bluetooth, j'étais en Facebook Live. Bon. Et puis au final, c'est mon cercle de connaissances qui m'ont dit mais c'est marrant ton truc, qu'est-ce que tu peux en faire? Donc j'ai réfléchi, je me suis dit bah tiens, je vais prendre plutôt que de mettre moi en scène, parce que je suis pas un grand fan de ça. D'ailleurs, ça a été un gros exercice pour moi, c'est la prise de parole en vidéo. En public, je faisais déjà, parce que je faisais pas mal de cours et de conférences, c'est encore autre chose, mais là en vidéo, voir sa tête à l'écran, entendre sa voix. Je connais pas quelqu'un qui aime ça, et donc moi je fais partie des gens qui aiment pas du tout ça. Par contre, vraiment, faut vivre avec. Voilà, je ressemble à qui je ressemble, j'ai la voix que j'ai, et c'est tout. Je peux pas faire grand chose avec ça. Et je me suis dit, allez, je vais faire mon exercice là-dessus, je vais me mettre en danger, et je vais montrer ma tête, et puis voir si je me fais insulter ou pas. Et je me suis pas fait insulter, c'est très cool, que des gens bienveillants. Et donc je me suis dit, mais quand même, ça serait quand même bien qu'il y ait quelqu'un d'autre avec moi, que ça soit pas que ma tête tout le temps. Et donc avec Sur la route, du coup, j'ai invité des personnalités de mon réseau au début, puis après beaucoup plus large, à parler de ce qui les mettait en action, de pourquoi eux avaient agi. Alors ça peut être entrepreneur évidemment, mais ça a été aussi des musiciens, des sportifs, des aventuriers. Il y a eu vraiment tout type des artistes, déjà dit, et tout type de personnalités qui font qu'à un moment je leur ai demandé mais pourquoi tu as fait ce que tu as fait ? Qu'est-ce qui fait que tu as eu cette idée-là ? Combien ça t'a coûté ? Est-ce que ça t'a mis en danger ? Qu'est-ce que tu as perdu ? Donc on a parlé de plein de sujets, d'échecs, de création, d'idées, de finances, de relations aux autres, d'associations, de partage. Voilà. Et moi, ça m'intéressait. Moi, ça a été mon MBA. Tu vois, ça a été... Donc là, j'ai sorti un bouquin, il y en a 45, j'en ai fait 65 en tout. Tu en as fait 65 sur un an. Hein. Toutes les semaines. Tous les mardis à 9h dans ma bagnole. Voilà, ça m'a tué. À bout d'un an, j'en pouvais plus. Est-ce que c'était le bon horaire 9h ? Oui, pour moi, pourquoi ? En fait, c'est vraiment très égoïste. C'est parce que j'allais déposer mes enfants à l'école et qu'à 8h45, à 8h30, je les avais déposés. J'allais au boulot, je commençais à 9h. On était avant Covid, il n'y avait pas de télétravail. Hein. Et donc, le temps de faire la route, j'avais un quart d'heure de route pour aller au boulot avec les bouchons, les machins, 20 minutes. Et donc, j'ai lancé ça à ce moment-là, en fait. Et je dis, à quel moment, moi, dans ma journée d'entrepreneur, j'ai le temps
d'aller interviewer Bien des sûr. personnalités pour les Bien faire sûr. parler. Bah, pas la journée, quoi. Je bosse, j'ai plein de trucs à faire. Donc, bah, sur la route du trajet entre chez moi, l'école et le boulot. Bon, alors après, ça s'est un peu transformé puisque j'ai rallongé le trajet, du coup, pour avoir un peu plus de temps. Mais oui, c'était un peu n'importe quoi parce que c'était en live, hein, pas de montage, comme là aujourd'hui. Ouais. Je faisais le jingle de début et de fin en direct dans la voiture, mais ça a fait des beaux... La qualité n'est pas terrible, en plus il n'y avait pas de 4K à l'époque, le Facebook Live, la qualité n'est pas ouf, aussi bien au niveau son qu'au niveau image. Au moins, tu as pu l'expliquer J'ai à tes testé, clients. voilà. Et ben les podcasts n'existaient quasiment pas. C'est vraiment Mais le bien tout sûr. début, encore moins en vidéo, quoi. C'était voilà. Et donc j'ai arrêté au bout d'un an parce que vraiment ça demandait beaucoup d'énergie. Et je me suis dit que mon temps fallait le mettre ailleurs. Donc je l'ai mis dans Wokin et j'ai arrêté. Là où d'autres ont continué et ont eu des succès énormes. Et c'est très cool. Mais d'ailleurs je peux te le dire puisqu'on m'en parle beaucoup encore sur la route, sur la route.tv, le site. Mais ça a eu un impact au niveau régional au moins, mais même au niveau quand je vais à Paris de temps en temps dans le business, on en parle encore. Ça a créé aussi un réseau de 65 personnalités que je continue à voir énorme, pour beaucoup. Vois. Puis il y a des gens qui ont des ultra successful en région qui commençaient tout juste. Il y a des gars à Paris que j'ai fait venir à Lille parce que je voulais pas aller à Paris. J'ai eu Aton qui est un ancien opérateur du GIGN qui est venu me parler. Je suis encore en contact avec lui. Je le suis. Alors malheureusement il a des problèmes de santé. Il a fait des séries Netflix, un changement de carrière dingue. J'ai eu Richard Orlinski qui est quand même l'artiste sculpteur le plus français, qui vend le plus au monde, quoi. Pouvoir lui poser des questions en plus cash, parce que moi j'aime bien, je suis très fort comme toi pour poser des questions ouvertes, voilà, dire vas-y raconte, quoi. Et j'adore écouter les réponses et puis j'ai eu plein d'entrepreneurs en région, je peux pas tous les citer, il faut aller les voir, mais moi ça m'a beaucoup intéressé, moi à titre personnel, même leur expérience et leur histoire et du coup on m'en parle encore beaucoup aujourd'hui et je me suis motivé, du coup cette année je vais reprendre sur la route, je vais refaire je vais refaire d'autres ici du coup au CLAP, puisque le CLAP c'est dans les bureaux de Wokin, ça fait partie de l'offre qu'on a. Parce que c'est vrai que j'ai démarré comme ça en disant que c'était pas un hasard aussi qu'on soit aujourd'hui ici. Puisque Maxence a créé le CLAP, c'est une super rencontre grâce à Réseau Entreprendre Nord d'ailleurs, et vous partagez. Et on partage nos bureaux ici, mais plus que nos bureaux, on partage même le produit, le concept, parce que nos clients en ont besoin. Créer du contenu, ça devient indispensable. Et ça, cette discussion-là, même si on peut mettre de l'IA, je l'ai montré en démo avec du texte, des avatars, des machins. C'est quand même plus sympa de regarder des humains qu'on connaît, qu'on a déjà vu discuter ensemble, plutôt qu'une IA raconter sa vie. Et voilà, l'impact n'est pas du tout le même, quoi. L'impact social n'a rien à voir. Et donc là, je vais relancer sur la route avec une autre thématique. Je vais non pas aller sur le passage à l'action, mais aller justement sur tous ceux qui créent du contenu. Voilà, essayer de comprendre ce qui les anime, pourquoi ils le font, combien de temps ça prend, combien ça rapporte. On va essayer de parler de tout avec des créateurs de contenu en région. Il y en a plusieurs qui m'ont dit oui déjà, je suis très, très content. On va commencer les tournages et puis la série va continuer. Voilà. Donc tu reprends la route ? Non, tu le fais ici. Je vais continuer sur la route. C'est un petit hommage tu peux te livre. Tu sais, une fausse route qui avance comme dans les studios. Non, en fond vert. Non, on va plus le faire en voiture parce que techniquement, c'était vraiment une galère sans nom. Bien sûr que c'est une galère. Voilà, c'était une galère. Donc, je ne vais pas m'imposer ça. Mais ça sera sur la route. Voilà, il y a un super studio, un super outil. Ça sera sur la route de mes invités, sur leur route de la vie, du business, de l'entrepreneuriat et de leur passion. Voilà, et on va parler de ça en fait. Et donc ça reste sur la route, mais on sera plus en route. Voilà. Bon, on va arrêter le jeu de mots. Voilà, là, tu t'es lancé, hein. T'es obligé. On y retourne. Voilà, exactement, tout à fait. Ouais. Bon, écoute, on a fait un bon tour d'horizon sur cette heure d'enregistrement. Je suis sûre qu'on avait de quoi faire un deuxième épisode, sans aucun doute. Plein de trucs à te raconter, effectivement. Mais c'était vraiment chouette. On plein de trucs avec Wokin. Là, il y a plein de choses. La formation, le contenu, le lieu où on est, puisqu'il y a le CLAP, mais là, il faut venir. Quoi. On est en plein Vieux-Lille, rue Basse, et le lieu est top.
On a un walk-in café qu'on a ouvert, hein. Tu peux parler d'humain, mais voilà, un lieu social de rencontres entre professionnels que je voulais créer parce que j'aime ces rencontres-là humaines. Et donc, quoi de mieux qu'un café pour créer ça. Donc, au rez-de-chaussée, on a le walk-in café. On a ouvert une agence à Annecy. Donc, on se développe au niveau du territoire. Donc, il y a plein de choses. Voilà, on est encore en train d'écrire plein de choses avec Walk-in. Donc, ouais, j'ai plein de choses encore à te raconter. Mais bon. Bah écoute, Une prochaine fois. On aura l'occasion de faire la suite et de Avec voir toute l'année 2026 avec tout ce que tu es en train de mener avec toute l'équipe. Top. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi pour cette invitation. Et à très bientôt. À très vite.